relancer, je viens de relancer le direct et espérant bien que Oui, les uns les autres pourraient suivre. Et je vais d'abord confirmer avec les uns les autres et on va pouvoir. Berthé, vous pouvez vérifier. Je viens de lancer le direct. Essayez de Ouais, confirmer. c'est bon, c'est bon. Ok. Repartagez s'il vous plaît. Ok. Repartagez s'il vous plaît. qu'est-ce qui les dérange dans cette affaire si ce n'est qu'en tirer des enseignements? Franchement, Ok. Donc, on est déjà en direct et Walter Otto, on va vous permettre de reposer votre question et de là, on va voir si peut-être il y a des ébauches de solutions ou bien de propositions. Ok, donc encore merci. Je vais demander à tous ceux qui nous écoutent d'essayer de partager le direct et de mettre des cœurs pour pouvoir soutenir le direct. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, vous voyez bien que notre plateforme est une plateforme de contradiction. Ce sont les propres EPV qui sont en train de se contredire et essayer de trouver la lumière de leurs contradictions. Alors donc je disais, la question que je posais, c'est que oui, on a compris l'idée de la mer Blanc. Elle est en train de nous dire qu'ils étaient partis à 49. Il n'était pas question que les trois femmes quittent leurs frères d'armes, revenir à Abidjan et les laisser derrière. Ça ne montrerait pas une bonne image de la femme. Ça montrerait peut-être que c'est la femme faible, la femme qui ne résiste pas quand ça devient difficile. Peut-être. Mais moi, je pose la question suivante. Si parmi les 49, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que des hommes, et que de la même façon, on en libérait 3 qui reviendraient à Abidjan, est-ce qu'on se poserait la même question? Ça, c'est de 1. De 2, maintenant, essayons de ne plus voir les 49 seuls, parce que les 49 étaient l'armée ivoirienne en miniature, en mission à l'étranger. On se vantait que la Côte d'Ivoire ait eu, maintenant avec le président Alassane, une armée républicaine soudée autour de son chef suprême. Et si cette décision de revenir à Abidjan de ces 3 femmes soldates était une décision, était un ordre de la hiérarchie, en dépit du fait que ces 3 femmes ont voulu rester avec leurs frères d'armes, est-ce qu'on poserait encore cette question-là? Parce que la Mao Massiata nous a parlé de critères. Sur quels critères ces femmes-là ont été choisies pour regagner Abidjan? Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé en interne. Donc, moi, je ne peux pas évoquer des critères ou imaginer des critères, mais je préfère parler de l'armée dans son ensemble qui obéirait à son chef, et je prends pour hypothèse que cette libération a obéi à une consultation de l'armée de l'état-major, et donc ces femmes soldates ont obéi à l'ordre de l'état-major de sortir, pour ne pas parler de stratégie comme a dit le cyclone. Donc mes 2 questions sont les suivantes. S'il y avait que des hommes parmi les 49 et qu'on en libérait 3, est-ce qu'aujourd'hui on se poserait la même question? Ok. Et si cette décision de revenir à Abidjan n'était pas un ordre reçu par ces 3 femmes soldates, malgré qu'elles aient refusé de rester avec leurs frères d'armes, est-ce que cette question-là est encore valable? Ok. Et en plus même de cette question, si vous me permettez d'en ajouter une troisième, est-ce que leur présence, le fait qu'on les ait eus en main, est-ce que ça ne nous a pas permis de les questionner et d'avoir d'autres idées sur la psychologie des preneurs d'otages et pouvoir aussi étoffer notre stratégie psychologique pour pouvoir affronter ces preneurs d'otages? J'ajoute aussi cette troisième question-là. En des termes simples, ça veut dire quand nos 3 femmes, parce que pour moi ce sont nos épouses, quand elles sont revenues, en les écoutant, on sait très bien comment les femmes, parce que la vision, le champ de vision, la perception du monde qu'a une femme est complètement différente de ce qu'a un homme. Est-ce qu'à travers ce qu'elles ont pu donner comme des détails, ça n'a pas servi
à nos négociateurs et à nos psychologues de pouvoir voir les points qu'on aurait pu améliorer dans notre manière de pouvoir continuer la suite des négociations. C'est aussi la troisième question que j'allais ajouter à ceux qui voudraient bien prendre la parole. Ok, éclairé, merci beaucoup. Merci à tout le monde. En toute sincérité, comme on l'a dit, hein, ces domaines-là, c'est vrai, moi, je connais rien dedans, je ne suis pas spécialiste, mais vraiment, tout le monde sait qu'il y a une stratégie qui a été en place, qui a bien fonctionné. D'abord, la libération de ces 3 braves soldats, c'est pas parce que les Maliens voulaient qu'ils l'ont libéré, hein. Ça aussi, il faut que ce soit clair. C'est pas parce qu'ils étaient contents, on dit on ne veut pas voir femme dedans, qu'ils ont laissé, non. C'est parce qu'ils voulaient sauver les têtes. En sauvant les têtes, en face de ceux qui étaient en face d'eux, eux aussi, ils ont été forts. Ils ont pu libérer les 3 soldats. Mais éclairé, question que moi je voulais poser, quand les soldats sont arrivés à Abidjan, quand le président a fait son discours, le président a dit quoi? À propos des 49, moi je voulais savoir, lors des déclarations du président, s'il a dit nos 46 sont venus ou nos 49 sont rentrés, c'est ça la question. À partir de là, je sais que vraiment, on peut se faire les analyses et puis comprendre ce qui était en face pour pouvoir libérer les 49. Et les représentants des soldats même, leur porte-parole a dit, il dit que c'était pas facile. Oui, nous on a entendu, c'était pas facile. Et effectivement, c'était pas facile. Mais, est-ce que l'ensemble des braves forces spéciales, dans leur stratégie, ils ne vont pas dérouler des programmes pour pouvoir faciliter la libération aussi des droits, pour situer les positions, donner les droits, comme on le dit. Comme vous l'avez dit, donc éclairé ici à l'écoute. Voilà ma question que je voulais poser. Ok. Bon. Mon fils. Oui. Est-ce que je peux intervenir? Oui, mais bon, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. En fait, on va essayer de trouver des éléments de réponse aux questions posées par Walter Otto. Et vous avez posé une troisième question. Walter Otto a demandé si il s'était agi des hommes uniquement? De 3 hommes qui avaient été libérés. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Moi, j'ai dit non. Ça, on va extrapoler si on y prend garde. En fait, on parle de quelque chose qui est arrivé, un événement qui est arrivé. Il faut qu'on se focalise que sur l'événement. 49 soldats sont partis, 3 femmes ont été exfiltrées. C'est de ça qu'il est question. Et quels sont les critères pour lesquels ces 3 femmes, il s'agit de 3 femmes? Pourquoi des femmes? 2. Qu'est-ce qu'il a posé en deuxième position? C'était quoi la deuxième question? Ma deuxième question, c'était de savoir, en prenant pour hypothèse que ces 3 femmes-là ont voulu faire comme vous avez suggéré. Elles ont refusé de quitter leur compagnon d'armes, mais vu qu'on est dans une armée structurée, soudée autour de son chef, et donc qui obéit à sa chef, ces femmes n'ont fait que obéir aux ordres de leur hiérarchie. Très bien. Très bien. Oui, très bien. Attendez, on y va un à un. Je vais essayer de trouver des éléments de réponse à cela. Les 3 femmes, en fait, se sont retrouvées à Abidjan, moi je trouve. Enfin, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je me dis qu'il y a eu une intervention à cela pour qu'elles regagnent Abidjan avant leurs collègues POM. Or, moi, mon problème en fait, c'est que ces dames-là,
il fallait qu'elle reste avec les hommes et ça allait donner encore du poids ça allait donner du fil à retordre comment on les appelle, aux putschistes. C'est ça en fait. Mais le fait qu'on est... Pourquoi eux ils ont accepté, pourquoi les putschistes ont accepté de laisser partir les 3 femmes? Parce que, disons-le, ce sont des femmes. C'est tout. Elles ont beau être soldates, mais elles sont des femmes. C'est pour ça. Disons-nous la vérité. Il n'y a pas à dire non, si on les avait appelées, si on les avait... Non. Elles sont femmes. Elles sont bien sûr des soldates, mais elles sont femmes. C'est tout. Il ne faut pas se voiler la face. C'est pour ça qu'elles ont été exfiltrées. Et moi, j'ai dit non. En plus, si... Pourquoi vous pensez que les putschistes ont laissé partir les 3 femmes? Parce que comme l'a dit Walter Otto tout à l'heure, c'était devenu une patate chaude dans leurs mains. Vous avez pris... Est-ce que les preneurs d'otages là, ils n'ont en arrêtant les 49, pourquoi ils ont pris les 49 sachant que parmi ces 49 soldats, il y avait 3 femmes? Pourquoi ils n'ont pas dit tout de suite, non, comme ils ont bon cœur, des preneurs d'otages qui ont bon cœur? Pourquoi ils n'ont pas dit, non, nous, voilà, au Mali, on respecte beaucoup les femmes. Vous, les 3 soldats, retournez, séance tenante, on garde les 46. J'ai l'impression qu'on veut trouver une porte de sortie aux preneurs d'otages. Vous avez pris 49 de nos soldats, mais gardez-les. Quand ça sera l'heure de les libérer, vous les libérerez tous les 49. Mais on ne va pas dire, oui, mais comme ce sont des femmes, laissez au moins nos femmes. Mais c'est ça, c'est du paternalisme. C'est pas bien. Surtout au sein de l'armée. Il y a des choses qui vont arriver encore. Vous allez dire, non, 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 comme ceux-là, ils ont les yeux bleus, que ça ne se voit pas en Afrique. Bon, laissez-les nous. Non, 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 il y a ceci, c'est n'importe quoi. Moi, je m'arrête là. Je vous écoute, mais je me dis que je ne suis pas d'accord. Et je vais écrire un texte par rapport à ça. Ok. Voilà. Mon fils, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, oui, Clara? Oui. Je peux prendre la parole? Oui, oui. D'accord. J'aimerais dire à tous ceux qui sont en direct maintenant de ne pas avancer des affirmations. Affirmations dans ce dossier-là parce qu'on n'est pas imprégné du contenu du dossier. Dit que, par exemple, Mme Blanc qui dit que peut-être les femmes là seraient libérées parce qu'elles sont des femmes, ben, je dis non. On n'a pas le contenu du dossier. Donc, il faudrait faire très attention. Ce sont des hypothèses, des allégations qu'on peut avancer sur ce dossier, jusqu'à preuve de contraire. Pour moi, il peut y avoir un caractère, la libération peut avoir un caractère humanitaire. On ne sait pas, parce qu'on n'est pas imprégné du dossier. Donc, faisons très attention sur ce dossier-là. Je comprends bien Madame Blanc, parce que Madame Blanc veut défendre coûte que coûte le genre féminin. Donc, je suis très d'accord avec elle, mais aller affirmer que peut-être elles ont été libérées parce qu'elles sont femmes, je pense que c'est aller trop vite en besogne, Madame Blanc. Donc, faisons en sorte que on fait que des allégations ici, des hypothèses, n'affirmons rien, jusqu'à ce que peut-être on sache la vérité. Et je ne sais pas si on pourra savoir la vérité, puisque c'est un dossier militaire. Vraiment, je ne crois pas qu'on puisse savoir la vérité. C'est ce que j'aimerais ajouter, Clara. Merci beaucoup. Donc, faisons très attention. Ok. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, Meraki, qui voudrait la parole, ou bien encore le cyclone. Ok. Je peux juste rajouter quelques mots à Mme Mère Blanc. En fait, on aurait voulu que ces femmes aient la volonté elles-mêmes, quand bien même hiérarchie ou pas, elles auraient eu la volonté elles-mêmes de dire non, on est venu, on a été arrêté 49, on reste ensemble 49, on est libéré 49. Et ça aurait fait la différence. À la question de Walter Otto qui demande si ça avait été 3 hommes qui avaient été libérés, est-ce que ça aurait suscité cette question? Je dis que non, effectivement. Dès l'instant où on dit femmes et hommes et que c'est les femmes qui sont exfiltrées du groupe,
évidemment, ça va susciter voilà, ces préoccupations, et cette préoccupation qui est la nôtre, de savoir quelle est l'image même de la femme dans l'armée. Et c'est une question avec un point d'interrogation. Je vous passe la parole. Ok. Et donc, le cyclone, vous avez la parole. Ok, je dis merci à M. Mamadou Fadiga, merci à Mère Blanc, merci à tous les auditeurs. Une chose aussi, comme ça a été dit, on va faire notre analyse, on va dire ce qu'on pense, mais ces dossiers-là, moi je vous dis, chacun va faire son analyse. La vérité là, on ne va jamais savoir. Mais une chose je suis, les stratégies étaient fortes. Ouais, il fallait que les 3 filles rentrent. Comment elles sont rentrées? Je me félicite déjà de la manière qu'elles sont rentrées. Que ça soit n'importe comment. Mais ce côté, on ne pourrait jamais savoir. Une chose je suis, la stratégie a été bien. C'est ce que moi j'ai dit, si c'est côté. Ok. Donc, je ne sais pas si cette question est déjà épongée. Et s'il n'y a plus rien à dire. Alors, oui. Je vais ajouter juste quelques mots. J'aimerais dire à Madame Aki, à nos mères, Madame Aki et Madame Blanc, d'aller très doucement sur ce dossier, parce qu'on ne connaîtra jamais la vérité de pourquoi ces 3 femmes ont été libérées, encore une fois. Donc vraiment, ça serait dommage d'avancer des affirmations ici sur cette plateforme sans qu'on ait quand même une véracité de ce qu'on dit. Donc vraiment, c'est ce que j'aimerais ajouter, quoi. Ok. Il n'y a pas de problème. Je vais juste rajouter quelque chose et pour finir, mais je vais donner juste une image. On a tous presque ici pris l'avion au moins une fois, et dans l'avion, on nous enseigne les consignes de sécurité ou d'évacuation de l'avion en cas de catastrophe, d'amérissage ou ainsi de suite. Il est arrivé que toute une famille, le père, la mère, les enfants, embarquent dans un avion, et à l'amérissage, on commence d'abord par la mère et les enfants, et le père après. Sous-entendu, on commence d'abord par évacuer la mère et les enfants, et si l'avion doit couler avec le père, ce n'est pas grave. Au moins, on évacue déjà la mère et les enfants. Est-ce que il s'est trouvé qu'il y ait une mère qui dit non, je saute en même temps dans le toboggan avec mon mari et mes enfants, parce qu'on a embarqué ensemble, on est une famille, ou allons-y, moi et les enfants, et mon mari suivra. Je donne cette image-là. Pour dire quoi? Pour dire que il ne faudrait pas que nos hypothèses gâchent cette libération. Le but de tout le monde était que les 49 soldats pris en otage à Bamako reviennent. Ils sont revenus, c'est bien. Qu'ils soient revenus à compte-gouttes. Les hommes d'abord, les femmes après, ou les femmes avant, les hommes après, il fallait que tout le monde revienne. Ils sont revenus. Maintenant, comme je dis, on n'était pas dans le groupe. On n'était pas dans les instances de décision, de négociation. On ne saura peut-être jamais qu'est-ce qui a prévalu pour que ces femmes soldates, parce que pour moi, j'utilise femme ici juste pour désigner le genre, rien de ce qui est capacité aussi de suite. Qu'est-ce qui a prévalu pour que ces 3-là reviennent avant les autres? Et quelqu'un l'a si bien dit ici, je pense que c'est toi l'éclaireur ou le cyclone. Quelle était la fonction de ces femmes dans ce groupe? Faisaient-elles du renseignement? Alors,
il se pourrait peut-être que leur retour à Abidjan donnerait beaucoup plus d'informations à Abidjan sur où est-ce qu'ils étaient détenus, qu'est-ce qu'on leur faisait faire, qu'est-ce qui a été recueilli comme information auprès de ces soldats, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, nous, et je comprends totalement ce que veut dire Mère Blanc, mais à mon avis, cette interrogation, aujourd'hui, pour moi, n'a pas raison d'être. Franchement, aujourd'hui, n'a pas raison d'être. Je m'excuse, Mère Blanc, c'est la première fois que je te contredis quand même un peu là. Donc, pour moi, ça n'a pas raison d'être parce que il ne faut pas qu'on soit plus... je ne sais pas quel mot je pourrais... Il ne faut pas qu'on soit... qu'on veut être plus royaliste que le roi, comme on dirait. Donc, réjouissons-nous que tout le monde soit rentré. Après que les détails de qui est rentré avant qui, parce que toi tu as une infirmité ou pas, est-ce que toi tu es une femme, tu es un enfant, tu es plus jeune, on a libéré le plus vieux, non. Tous sont rentrés, aujourd'hui on est content et prenons ça comme ça. Et je pense que c'est la seule chose qui va être de retenir de cette mésaventure de nos soldats. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Ok. Cher ami Mamadou, mettez-vous sur muet. Et ça va beaucoup nous aider. Et cher ami Mamadou Fadiga, voilà. Et il y a Yann et Abdul qui sont avec nous. Je ne sais pas si c'est pour la même question, mais on leur dit bonsoir. Et en quelques minutes, on va leur demander de donner avec efficacité leur avis. Ou bien, si ça ne concerne pas la même question, ils peuvent aussi aller dans le sens qu'ils veulent. Ok, je peux me permettre je peux y aller? Oui. Bonsoir mon grand-oncle. Bonsoir Yann. Bonsoir au Mao, bonsoir au Chao. Vraiment merci de me faire l'honneur de donner mon avis sur ce sujet. Ça sera surtout sur le même sujet évoqué par notre mère Blanc, que je salue au passage, ainsi que toutes nos mères qui sont à l'écoute. Voilà, en fait, moi je pense que c'est un problème. Pour moi, c'est un problème qui est basé en fait sur le féminisme, pour moi. Parce que je pense que une fois j'avais évoqué le sujet sur le féminisme et en fait les dangers de cette stratégie pour moi qui n'est qu'une stratégie pour mettre un peu de sexe. Le genre pour moi c'est une stratégie qui est mise en place pour affaiblir. Pour créer des antagonistes entre les sexes et aussi pour permettre aussi en fait pour pousser les sociétés occidentales dans lesquelles nous sommes et toutes nos sociétés à essayer de créer, si tu veux, une dualité, une adversité entre l'homme et la femme. Pourtant, je pense qu'aujourd'hui, le problème se pose parce que notre mère dit que si ce n'était pas des femmes, est-ce qu'on les aurait libérées? Moi, mon avis là-dessus, je peux dire, elles ont été libérées parce que pour moi, c'était des femmes. Parce que qu'on le veuille ou pas, la nature même nous a fait différents. La nature, c'est-à-dire le grand créateur pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui sont aussi traditionnalistes, les forces naturelles nous a fait différents. Vous voyez, 49 soldats, dont 3 soldats, autour d'un groupement d'hommes, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois. Vous voyez, même les commodités même ne sont pas les mêmes. Voyez, même si elles appartiennent au même corps, même si au niveau de leurs activités, c'est les mêmes activités, je pense pour moi que la différence se fait même naturellement, pas forcément sur les compétences, mais la différence naturelle se fait.
pas sur l'aspect culturel des choses, l'aspect culturel au niveau de la compétence, au niveau du savoir-faire, mais malgré tout, je l'ai toujours dit, l'homme n'est pas l'égal de la femme n'est pas l'égale de l'homme. Même si dans les sociétés occidentales, on est en train de nous faire croire que la femme est l'avenir de l'homme, mais pour moi, c'est des idées, c'est des idéaux oligarchiques qui sont en train qui sont imposés aux sociétés occidentales je vais dire par ricochet aux sociétés africaines pour créer, pour affaiblir la masculinité, pour affaiblir ce qu'on dit le phallisme, c'est-à-dire le phallus. On en avait parlé, je crois, une fois avec toi, mon grand oncle. C'est en fait, c'est un antagonisme pour moi qui n'a pas de sens et qui n'a pas lieu d'être. Donc, quand la note Mao dit que si ce n'était pas des femmes, est-ce qu'elles auraient été libérées? Moi, je peux dire, si c'était des hommes, le problème, Mère Blanc n'allait pas poser non plus la question. Donc, c'est une question qui mérite d'être posée, mais en même temps, c'est une question, pour moi, la réponse se trouve même dans la question. C'est justement parce que ce sont les femmes qui ont été libérées. Quand on prend, les femmes ont toujours été dans les métiers pratiqués par des hommes. Mais à certains égards, la femme étant la mère de l'humanité, dans un groupement, on essaye toujours, un homme digne de lui va essayer de protéger la femme avec qui il est. Mon frère Berthe, que je salue au passage aussi, l'a dit. C'était des femmes aguerries lorsqu'il y a eu si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris ce qu'il disait, c'était des femmes très aguerries au combat, mais par rapport à une certaine stratégie, on a préféré les protéger. Mais ça, je pense que ça, c'est un élan naturel que l'homme a vis dans une situation, même s'il ne doute pas de la compétence de cette femme-là, il cherchera toujours à la protéger. Voilà, il y a des hommes qui se sacrifient pour leurs femmes. Donc, pour moi, vraiment, il faut qu'on fasse aussi un peu attention à cet idéo-féminisme-là, qui n'est que basé pour moi, c'est sur de la supercherie, pour créer des antagonismes entre hommes et femmes. Sinon, c'est pas parce que aussi on va protéger une femme qui a le même rôle que nous ou qui a les mêmes compétences que nous, que ça veut dire que la femme elle est le sexe faible. Parce qu'à travers la question de mère, il y a aussi ce côté-là. Il y a aussi ce côté. Si c'est des soldats, dans ce cas, pourquoi est-ce que on les laisse, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas laissés au front? Et c'est parce qu'elles sont femmes qu'elles sont venues. Donc, du coup, c'est quoi? C'est-à-dire, on est en train de chercher. Donc, ça veut dire quoi? C'est une femme. Donc, ça veut dire, derrière sa question, ça veut dire qu'elle n'est pas capable. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pour moi, c'est un élan naturel, comme je le dis. Et en plus de ça, il faut aussi savoir que les compétences qu'un homme a. Je m'entends, je ne sais pas si je me fais entendre déjà, parce que Allô? On vous entend parfaitement. D'accord. Donc pour moi, si c'est cela, à valeur exacte au niveau du travail, je pense quand même que la femme a des capacités qui sont autres que physiques. Je ne dis pas que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, la femme, elle peut travailler dans une même organisation avec un homme, mais en fonction de ses capacités naturelles et intellectuelles, elle est capable, et aussi en fonction de son rôle naturel qui est de construire l'humanité, elle est capable de comprendre et de voir certaines choses que l'homme ne verra pas. Mais maintenant, face à certaines épreuves où on a besoin de virilité, soyons quand même assez consensuels pour faire savoir que la femme ne peut pas avoir cette virilité-là. Enfin, pas toutes, certaines femmes, mais il faut reconnaître que chacun a son rôle à jouer. Voilà pourquoi moi je parle de complémentarité.
Mais quand on pose la question de savoir si c'était des femmes, si ce n'était pas des femmes, est-ce qu'on les aurait libérées? Là, on est en train de parler d'égalité homme-femme. Il faut faire très attention avec cette idéologie occidentale qui veut tout mélanger et qui veut tout égaliser et qui veut, à travers cette idéologie-là, affaiblir l'homme et si tu veux, on va dire comment il s'appelle, de nier, de créer une négation au niveau du phallus masculin. Voilà un peu en gros ce que moi j'aimerais rajouter, mon rond. Donc s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus, voilà, je suis à l'écoute. Ok. Et donc, on va donner d'abord la parole à notre frère Abdul pour qu'il donne aussi son idée. Et déjà, par rapport à ce que vous avez dit, il y a Alexandre Aoussou qui dit très bonne analyse. Et ce qui est intéressant dans le débat, une fois planté, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de mesurer les limites intellectuelles de chacun. Et c'est ça la plateforme Éclaireur Pro Vérité. On essaie d'aborder toutes les questions sans tabou pour essayer d'aller plus loin dans les questionnements. Et il y a le parrain qui réagit en disant, en réalité, les Maliens ont libéré les 3 femmes soldats pour lancer un message au pouvoir d'Abidjan. Leur souhait de montrer un semblant d'humanisme qui, en réalité, est un vaste acte comique. Les putschistes n'étaient pas du tout sincères dans leur démarche. La preuve, elles ont eu la condamnation la plus lourde. Les soldats et les soldates sont en réalité quasi les mêmes. Ceux qui ne lisent pas et ceux qui ne parlent pas, si vous ne mettez pas sur le muet, ça sabote l'émission. Dès que vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, mettez sur muet. Sinon, autrement, vous permettez de saboter le direct. Parce qu'on ne se comprend pas. Et donc, je vais me faire fort de reprendre. En réalité, les Maliens ont libéré les 3 femmes soldates pour lancer un message au pouvoir d'Abidjan. Leur souhait était de montrer un semblant d'humanisme qui, en réalité, est un vaste acte comique. Ils n'étaient pas sincères, ces putschistes, dans leur démarche. La preuve, les soldats ont eu la condamnation la plus lourde. Ils n'étaient pas du tout sincères dans leur démarche. Les soldats et les soldates sont en réalité quasi les mêmes. Berthe pourra témoigner. On les appelle petits garçons, d'ailleurs. Voici mon petit point de vue. Et donc voilà un autre ajout qu'on fait à la question. Et c'est ça la puissance de notre plateforme. Chacun peut intervenir. Et donc, cher frère Abdul, vous avez votre temps de parole. Ok. Bonsoir à tout le monde. Donc, du coup, j'ai essayé de m'appuyer un peu sur l'analyse qu'a effectuée le frère Yann pour pouvoir connaître la teneur du sujet. Moi, ce que je peux dire concernant le sujet, si on se base sur l'organisation d'une armée, dans une armée, tout le monde porte le titre de soldat. Mais chaque soldat a une mission ou un rôle à jouer au sein de l'armée. Donc, je prends par exemple l'armée américaine. Je sais qu'à chaque fois quand l'armée américaine se déplace pour aller chasser peut-être des terroristes ou pour aller faire des combats en Afghanistan, c'est-à-dire il y a une base de l'armée américaine qui est là. Mais ce n'est pas tous les agents ou bien tous les soldats qui sont au sein de la base là qui vont sur le terrain pour aller chasser, comment dirais-je, les talibans. Il y a certaines personnes qui sont dans l'armée, qui ont le titre de militaire, mais qui gèrent la partie informatique de l'armée. Il y a des gens aussi qui sont là également, peut-être qu'ils sont là, qui sont soldats aussi, mais ils ont une qualification dans tout ce qui est comme peut-être réparation. Donc, la question aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une armée qui accepte tout le monde, que ce soit femme ou que ce soit garçon. Maintenant, ça va dépendre de la capacité de chaque personne à occuper le poste.
Aujourd'hui, nos sœurs, en toute sincérité, pour moi, elles ont été libérées. Pas seulement parce qu'elles sont des femmes. Pour moi, elles ont été libérées, comme les Maliens le disent, par raison humanitaire. Mais qu'est-ce qui cache derrière cette raison humanitaire-là? Ça veut dire que les Maliens aujourd'hui se sont assis, quand ils regardent dans l'effectif, quand ils voient les soldats ivoiriens, c'est-à-dire de sexe masculin, pour eux, prendre en otage ces personnes-là, ça sera encore plus intéressant que d'ajouter à ces personnes-là des femmes. Maintenant, nous tous, nous connaissons l'éducation quand même de nos pays, de la sous-région. On a un grand respect, on a une grande considération pour les femmes. Donc du coup, comme je ne connais pas le rôle que jouaient exactement ces femmes-là dans le dispositif des soldats qui ont été envoyés en mission, est-ce que le Mali, peut-être via Assimi Goïta, c'est les personnes moins dangereuses pour eux qu'ils ont libérées dans le dispositif des soldats ivoiriens? Donc pour moi, je me dis que sûrement c'est une raison de genre, c'est également une raison de fonction qu'occupaient ces personnes-là dans le dispositif des soldats ivoiriens. Si c'était des soldats qui représentaient peut-être à leurs yeux un danger potentiel, ils n'allaient pas libérer nos sœurs. Donc, cher éclaireur, c'est ce que je comptais dire pour m'introduire. Ok. Et là, sur ce que vous avez dit, moi j'allais m'inscrire en faux contre quelque chose que vous avez dit. Il y a certaines choses qu'on ne dira pas en public, mais supposez par exemple que, c'est un exemple que je prends, hein. Supposez par exemple que lorsqu'il y a eu la rébellion, et que moi, éclaireur, j'ai dit ici que nous avons aidé la rébellion, même si c'est en leur donnant un sachet d'eau, c'est faire acte de participation à un acte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour ça? Oui. Donc ça veut dire qu'on les a aidés activement. Et donc ça veut dire que si on doit nous condamner, on nous condamne pour les mêmes faits. Or, si nous nous basons sur la qualification des accusations qui ont été portées contre les soldats ivoiriens, il n'était pas fait question qu'elles soient hommes ou femmes. On a accusé 49 soldats ivoiriens de mercenariat, d'atteinte à la sécurité intérieure d'un pays étranger, avec plusieurs autres crimes. Et donc pour moi, leur qualification interne au sein de l'armée devient inférieure par rapport à l'accusation. Et je veux dire que si on veut axer sur cela pour dire que c'est peut-être pour ces facteurs qu'on les a libérés parce qu'elles étaient moins dangereuses, j'ai dit non, non, non. Même si elles étaient parties, que ces sachets devraient être distribués pour que les 46 fassent coup d'état là, ou même fassent le mercenariat là, c'est qu'elles sont aussi mercenaires aussi. Et donc moi je trouve quand même que votre argument n'est pas tenable à ce niveau-là. Je ne sais pas si peut-être vous avez autre chose à dire. Essayez de réfléchir là-dessus pour apporter aussi la contradiction. Et s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole entre-temps, on est toujours là. Ok, merci beaucoup éclairé. Je vais dire bonsoir à frère Abdoul. Bonsoir. Merci. Ton idée, bon, c'est ça, hein. Chacun dit ce qu'il pense, ce qu'il connaît, bon, c'est ça. Mais une chose je suis, Abdoul, moi je vais te rassurer, on a des sœurs qui sont dans l'armée, et il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas. Qui sont plus 10 fois compétents que les garçons. C'est pourquoi j'ai reculé un peu. Je ne veux pas remuer le couteau dans le plaid. C'est pourquoi j'ai pris l'arrivée de l'Angolais à Boaké. Guéba, Bérévela, tout Côte d'Ivoire entendu. Tout le monde connaissait. Et puis les petits garçons, il faut dire c'est depuis Boaké. Hein? Allah Akbar, tu ne peux pas jouer. Une chose je suis, comme le parrain vient de dire, le vrai secret, moi je ne peux rien dessus, je vais donner mon idée, comme je l'ai dit,
c'est la stratégie qui a marché. Et pareil vient de dire, c'est par leur mauvaise foi pour pouvoir piéger l'État ivoirien qu'ils ont fait. Mais ça s'est retourné contre eux. L'arrivée des filles comment dire, a déstabilisé complètement le système. Oh, pourtant, pour eux, c'était une manière de réussir leur coup. C'est parce que, en face de eux, les autorités ivoiriennes étaient conscients et ils ont entendu. Ils ont vu que vraiment, c'est la bienvenue. Et les autres, les filles ne peuvent pas décider d'eux-mêmes. Mais je suis sûr et certain, nos forces spéciales, les vrais garçons qu'on a vus, ils vont même essayer d'abord de sauver les filles. C'est pourquoi, à son arrivée, lors de son allocation, il a dit que ce n'était pas facile. Et c'était codé. Il ne verrait pas décoder. À partir de là, la libération des filles, on sait automatiquement que c'est une stratégie qui a marché. Mais pour les autres, c'est tombé sur la tête. Donc, éclairer, c'est ce qu'il voulait ajouter. Je m'arrête là d'abord. Ok. Et aussi pour ce que j'allais ajouter, oui, avant de vous donner la parole, en fait aussi pour ceux qui savent aussi voir ce qui s'est passé, même s'il y a certaines choses qu'on sait, on ne va pas vouloir forcément les dire aussi. Mais lorsque les 49 ont été arrêtés, après un certain moment, les djihadistes ont voulu jouer avec l'esprit des Ivoiriens en essayant de faire semblant de faire acte de bonne foi. Souvenez-vous que c'est après la deuxième ou troisième réunion à Lomé, je ne me souviens plus exactement, qu'ils vont subitement changer cette idée-là et faire cette proposition, et puis subitement, nos 3 femmes rentrent. Mais dans l'esprit des preneurs d'otages, des djihadistes, eux, c'était une manière de faire preuve de bonne foi en pensant que Abidjan tomberait dans leur jeu. Parce que derrière ça, ils avaient fait des demandes aussi claires. Hein? Il faut qu'on dégèle leur compte à la BCAO. Il ne faut pas qu'on saute sur les détails. Et que le président Alassane Ouattara reconnaisse un certain nombre de faits. Et surtout qu'on puisse leur donner un certain nombre de personnes qu'eux pensaient être à Abidjan. Et donc, ils ont pensé qu'en remettant aussi les 3 femmes soldates, c'était une manière de mettre Abidjan mal à l'aise dans la négociation pour dire, mais on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui ne donne rien. Et donc, en réalité, leur stratégie était aussi de faire à contre-goutte. On donne un peu, on gagne un peu. On donne un peu, on gagne un peu. Mais ce qui va les déphaser, c'est que malgré le fait qu'ils vont libérer les 3 femmes soldates, si vous vous souvenez très bien, le président leur a dit ceci, comme il l'a dit aussi le 7 janvier, ma position ne change pas. Si vous devez, d'abord il avait dit, lorsque les 3 femmes ont été libérées, je ne négocierai jamais avec quelqu'un sous des conditions de pression. Et le 7, il a dit, maintenant que nos soldats sont libérés, tenons-nous-en aux engagements de la CEDEAO pour que le Mali puisse connaître une élection. Et donc, il faut dire que là aussi, nos négociateurs ont fait preuve de maturité en évitant avec stratégie le piège dans lequel les gens ont voulu les faire tomber et essayer de leur contrôler dans le processus. C'est ce que j'allais ajouter avant de vous donner la parole. Ok, merci beaucoup, cher frère. Donc, du coup, de toute façon, la libération de ces 3 moments, mais de ces trois soldats, qu'on le veuille pas, le Mali a essayé d'augmenter la vente aux enchères. Donc, en gros, c'est pour vous dire que le fait de dire que la libération est due à tel élément, cela ne veut pas dire que ils se sont inscrits quand même dans la légalité, parce qu'aujourd'hui, on a le procès, le déroulement du procès qui nous a amené aujourd'hui à comprendre dans quelle démarche ils étaient. Ce que moi je peux dire encore sur cette libération-là, ces soldats maliens-là, en fait, c'est des personnes, pour moi en toute sincérité, qui ne savent pas négocier. C'est des personnes qui n'ont aucune lecture diplomatique,
Raison pour laquelle j'ai essayé un peu de dire ce qui se passait un peu dans leur tête. Je ne me suis même pas basé même sur le verdict même. Dans leur tête, c'est ce que j'essayais de dire. Pour eux, on va libérer les femmes parce qu'elles sont moins dangereuses, tout, bon, elles vont partir. Donc, on va garder les hommes parce que eux, dans leur tradition, mais dans la tradition maniaque, on dit, ah, les hommes n'ont qu'à avoir, par exemple, pitié des mamans, un truc comme ça. Raison pour laquelle ils ont mis raison humanitaire. Eux, ils ont essayé de jouer avec ça. Mais en réalité, ce qui cachait, c'est lors du procès qu'on a pu comprendre exactement. Donc, en gros, ce que je peux dire pour pouvoir passer la parole aux autres, c'est parce que ils ont considéré peut-être, c'est ce que j'essaie de penser, hein, ces femmes-là comme des mères et ils ont préféré libérer ces femmes-là pour partir. Raison pour laquelle il y a un proverbe malais qui dit que tiens man tiens bro. Donc, c'est pas ça que je comptais terminer. Ok. Et pour ajouter un peu de ce que vous avez dit, les uns les autres aussi doivent retenir que le jour où les 3 femmes ont été libérées, ce jour-là, les Maliens venaient de se fourvoyer dans les négociations et venaient d'être pris dans leur propre piège sans le savoir. Parce qu'à partir du moment où vous libérez des soi-disant dangereux criminels, des mercenaires internationaux, mais que vous trouvez la magie ultime d'en libérer d'autres, on se demande bien qu'est-ce qu'elles ont pu avoir de plus spécial pour être libérées et que les autres soient restés. Et devant aucun tribunal, même devant le tribunal de la logique simple, je dis bien de la logique simple, les djihadistes ne pouvaient pas répondre. Chef, je ne sais pas si on se comprend. Oui, on se comprend très bien. Voilà. Je te comprends. Voilà. C'est-à-dire que tu dis quelqu'un, c'est un tueur d'hommes. Mais il était avec une femme. Ils sont 2 tueurs d'hommes. Maintenant, comme c'est les 2 tueurs d'hommes, tu as attrapé femme et puis garçon là. Après, tu dis, bon, tueur d'homme, femme là, je vais laisser ça. Mais ça ne lui enlève pas sa qualité de tueur d'homme, femme. Ça ne change rien à la qualité de l'acte. Et c'est ce qu'on critique avec les musulmans. C'est un détour que je fais rapidement. Qui sont là à tuer les gens pour dire quand quelqu'un fait l'adultère, il faut le tuer. Quand quelqu'un commet, s'il est marié, là, il faut le lapider. Mais quand on leur dit, bon, prenez vous-même votre Coran, là, montrez-nous dedans. Ils ne peuvent pas. Mais par contre, quand on leur dit que dans le même Coran, il y a un verset qui est là clairement qui dit, on est au 7e siècle, que quand une femme esclave commet l'adultère, donnez-lui la moitié de la sentence. Frère, tu peux me montrer la moitié de la mort? Non. Pourtant, ça existe bel et bien dans le Coran. Et donc, quand on fait tuer une personne, ce n'est pas la logique du Coran. C'est l'acte qui est critiqué. Et l'acte en arabe, c'est zina. C'est ce qui est critiqué. Ce n'est pas le statut de l'individu qui est critiqué. Quand un préfet, quand un président commet de l'adultère, ça n'a rien, ça n'enlève rien à l'acte. Si c'est un paysan ou bien un foyer minable comme nous qui commettons le même acte demeure le même. Et donc, quand tu veux juger, il faut plutôt juger l'acte, soit dans sa bonté ou dans sa mauvaise action, plutôt que de juger l'homme. Parce que l'homme est changeant, mais l'acte ne change pas. Et ça a été la première erreur que les putschistes ont commis. Parce qu'eux-mêmes, maintenant, n'allaient plus, après avoir libéré certains, non seulement ça a amené le monde entier à douter de l'efficacité des preuves qu'ils auraient et qu'ils n'ont même pas, mais on s'est dit, mais finalement, ils ne sont pas sérieux. Mais plus loin encore, et eux-mêmes dans leur parodie de procès, ils tombent dans leur propre piège. Comment vous dites, ça veut dire quoi le mot humanitaire? Ça veut dire j'ai pris de la compassion. Je me suis mis à ta place et je me dis que ça ne devrait pas se faire. Et donc, je viens te porter secours. Ils disent que nos femmes ont été libérées pour cause humanitaire. Mes chers frères, dans la parodie de justice la plus expéditive du monde, figurez-vous que les hommes ont une condamnation qui leur permet de vivre. Effectivement. Mais les femmes ont eu une condamnation plus dure. Mais regardez comment les djihadistes traitent les femmes et regardez comment les djihadistes traitent les hommes. Toutes les mauvaises lois sont faites pour être appliquées aux hommes et aux femmes. C'est les femmes qu'on voit chicoter, c'est les femmes qu'on va couper les têtes. En général, remarquez, c'est le même mode opératoire. Et dans cette parodie de procès, vous aurez remarqué
que ce sont les femmes qui prennent la sentence la plus lourde, c'est-à-dire une condamnation à mort, ce qui contredit l'aspect humanitaire s'il en était. Et en pire, on leur dit avant leur mort, on va leur faire payer 20 millions et puis après, maintenant, couper leur tête. Comment toi, tu dis tu vas couper ma tête et puis moi, je vais te donner l'argent. Et puis après, je dis voilà ma tête, là, il faut couper. Donc, tu comprends que ça a été de l'idiotie complète du début jusqu'à la fin. Et les hommes intelligents regardent ça, ça nous faisait rire. Parce qu'on a compris que c'était des plaisantins. C'était aussi ma petite contribution pour essayer d'apporter peut-être un plus à la compréhension des uns et des autres. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Éclaireur, si vous permettez, j'allais juste dire, quand le parrain intervient pour dire que les Maliens se sont servis de ça pour se bonifier ou alors pour s'humaniser un peu en libérant les 3 soldats plutôt qu'autres gens, ça vient donner raison au problème que pose Mère Blanc. Cher Meraki, néanmoins, oui. Le parrain n'a pas dit cela et je souhaite relire ce qu'il a dit. Il a dit, en réalité, les Maliens ont libéré les 3 soldats pour lancer un message au pouvoir d'Abidjan. Leur souhait de montrer un semblant d'humanisme en réalité qui n'était qu'un vaste acte comique. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, si je me penche sur ce semblant d'humanisme pour faire ce qui, pour poser l'acte de la libération des 3 soldats, à ce moment, ce que je sais de dire, effectivement, c'est que sur ce point-là, ça donne raison au problème que pose Massiata Blanc. Ces femmes auraient dû ne pas se laisser servir de leurs gens par les Maliens et Cher mère, je peux vous poser une question simple? Oui. Ceux qui ne parlent pas, il serait vraiment intéressant qu'on puisse mettre sur muet ou à défaut, on peut se déconnecter. Ça nous aide beaucoup parce que ça joue sur la qualité même de l'image que nous voulons projeter. En tant que classe, on est en train de faire un débat intellectuel. Si nous n'avons pas le silence, en ce moment, soit on mettrait peut-être fin au débat, ou bien il faut bien faire un choix. Et vraiment, il n'est pas souhaitable qu'on puisse se rappeler les uns aux autres que lorsque moi je ne parle pas, je me suis muet. Sincèrement, il serait souhaitable qu'on puisse le faire, ça serait intéressant. Sinon, nous donnerions une mauvaise image de nous-mêmes comme des personnes désordonnées. Et cela ne saurait être acceptable. Et j'espère bien qu'on ne va plus parler ou dire à quelqu'un de mettre sur muet. Et donc, chère mère, en toute sincérité, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Malheureusement, j'ai perdu, c'était quelque chose de très important que je voulais dire, mais j'ai perdu le fil et je ne sais pas si peut-être je dois vous redonner la parole. Non, Éclaireur, tu disais que si elle pouvait, comment dirais-je, poser une autre question, c'est si ça c'était. Non, parce que je voulais essayer de partir sur une stratégie de poser des questions. Voilà, ça me revient maintenant. Ok. Cher Meraki. Oui, je suis là, chez Éclaireur. On est tous des employés, quel que soit le titre qu'on se donne. Est-ce qu'il n'est jamais arrivé qu'on prenne une décision que vous, en tant qu'employé ou subalterne, n'aimez pas, mais que vous avez appliquée? Oui, je vous l'accorde. Parce que selon la chaîne de commandement dans l'entreprise, le patron peut venir. Il peut savoir que ta décision est la bonne, mais il a son rôle de patron qu'il doit toujours mettre là aussi. Et l'armée est encore plus dure que le monde du travail. Et je crois qu'il y a Walter, il y a quelqu'un qui a posé la question. Et si même nos mères ne voulaient pas rentrer, mais que l'état-major leur a dit, parce que la première formation qu'on donne à un soldat, d'abord, c'est l'obéissance aux règles. Avant la formation physique, on dit à partir d'aujourd'hui que vous êtes là, vous n'avez plus votre mot à dire. Vous devrez obéir à la hiérarchie. Et c'est vraiment un fait qui se vit. Et si l'état-major leur avait dit, vous rentrez, est-ce qu'elles auraient pu dire, nous ne rentrons pas et désobéir aux règles aussi? C'est la question que j'allais vous poser pour vous laisser continuer dans votre logique. Ça aurait été difficile, mais tout compte fait,
si je m'en tiens à l'analyse que vous avez faite, leur retour, leur explication d'être 49 a certainement aidé dans la suite du processus. Ça, c'est un fait qui est assurément clair. Ok. Ok, c'était juste la question que je voulais poser. Et si vous voulez peut-être continuer dans votre idée, ou bien si vous avez d'autres choses, ou bien s'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Je crois que sur ce point, je laisse la parole à une autre personne. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, éclaireur, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Comme j'ai dit toujours, on va parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit, analyser un peu, pouvoir s'entendre. Mais une chose je suis, la vraie vérité, c'est là. Mais ils ne vont pas nous dire. Et ce n'est pas du jouet pour parler de ça. Franchement, ce n'est pas du jouet. Mais une chose je suis, en situation qui vient de se passer entre Mali et la Côte d'Ivoire, Dieu merci pour nous, le président a choisi la voie de dialogue. Dans la voie de dialogue, tous les coups sont permis. Et en face de nous, les kidnappeurs qui sont les Maliens, ces Ivoiriens ne les sous-estimez pas, ce sont des grands bandits, des hommes dangereux, une organisation très puissante qu'on voit là. Ne les sous-estimez pas, hein. Mais en face d'eux, ils ont trouvé un gouvernement responsable, tranquille, qui s'est bien tracé. C'est pourquoi je vous dis toujours, la stratégie a marché. Puisque le président a choisi la voie de dialogue, ça a donné ce qu'on a vu. Mais si c'était en situation de guerre, que Dieu nous éloigne de ça, on va prendre en prix même. Aller sauver en prix. Tout le monde, même si c'était une seule personne, mais que ce soit 100 personnes. Mais puisque c'est la voie de dialogue, ça serait difficile pour nous de comprendre la totalité de ce qui s'est passé. Mais une chose j'ai su, n'oublions pas la stratégie de nos gouvernements, l'homme de sécurité de nos pays. Ils ont fait un bon boulot, ça a marché. Il fallait ça. Il fallait commencer par là. Donc, éclaireur, franchement, c'est ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter un peu encore. Et je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Et donc, la ligne est toujours ouverte. Si peut-être la question est épuisée et que les uns et les autres ont d'autres choses à dire, maintenant, tous les sujets sont ouverts. Hein, et ceux qui veulent parler peuvent maintenant évoquer d'autres sujets. Ou bien, si vous voulez toujours approfondir la question, en tout cas, nous sommes là. Allô, éclaireur? Oui. Oui, j'aimerais aborder une autre question, si possible. Ok. S'il vous plaît, j'aimerais conclure avant qu'on ne passe à autre question. Oui. Ok. Voilà, j'aimerais remercier tous les intervenants, tout le panel, tous ceux qui nous ont suivis et vous dire merci beaucoup. Et le fait qu'on en parle, ben, chacun se fera une idée, mais c'est ça aussi le but. Le but, c'est de parler d'un sujet brûlant et puis bon, que chacun se prononce là-dessus. Donc pour ça, je remercie tous les élèves de la classe, tous les auditeurs, et puis merci encore une fois. Et pour vous dire aussi que ce genre de débat-là, c'est que chez Éclaireur que ça existe. Donc, on a notre raison d'être. Merci beaucoup, merci à tous. Et chers mères, c'est à vous qu'on dit merci parce que de tels débats, je mets quiconque au défi de pouvoir les tenir. Ils ne peuvent pas. Parce que la capacité intellectuelle est là. Et moi, chaque fois que je vois les EPV, quand je dis au frère Abdul, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand j'entends Walter dire, cher mère, je ne vous suis pas. Quand je vois René qui dit, je fais ça. Mais moi, quand je suis là, je ris. Je me dis, mais voilà le monde. Voilà. C'est ce que le RHD devrait faire. Il faut former les débatteurs. Il faut former les intellectuels. Il faut confronter les idées. Parce que la meilleure graine que l'école des Occidentaux aussi nous a donnée, il faut le reconnaître, c'est la capacité de pouvoir aller à la contradiction. Et quand on le fait de si belle manière, quelqu'un n'a pas insulté quelqu'un, personne n'est fâché, tout le monde a donné son idée, mais ça devient tellement beau que, comme vous l'avez dit, ça doit être un mérite pour nous-mêmes que d'être capable de faire cela
Et vraiment, à chacun et à chacune aussi, nous disons merci. Et au finish, c'est la Côte d'Ivoire qui est ressortie plus grandie. Parce que ce soit nos 46 hommes ou et nos 3 maires, nous les avons tous en Côte d'Ivoire. Avec leur 50e élément qui est le président de la République. Il y a le Sénoufo qui allait se faire blesser à la veille. C'est lui qui a fait. Il y a un Sénoufo. Peut-être même qu'il a menti. Oui. Il a fait comme ce qui s'est passé à Boaké, quand les gens ne voulaient pas partir là. Justement, il y a peut-être le petit. Et là, il faut qu'on vérifie bien. Je vais couper le. C'est un Maouka ou un Koyara qui a fait ça. Merci. Non, c'est un cerveau qui faisait ça. La vérité, Merci, monsieur Phallus, merci. Mais éclairé. Oui. Mère Blanc, vraiment, merci beaucoup. Oui. Jerry, merci. Vraiment, ce débat-là, vraiment, ça a fait du bien. Et puis, ça a amené. Vraiment, merci beaucoup, Mère Blanc. Oui, merci. Ouais. J'ai dit, pas comme ça, là. Il y a des parties dans Phallus. J'ai dit, mais il va où? Il allait loin de. Parce qu'il faut souvent tester la température des enfants pour voir. Mère Blanc, merci, ça a marché. La mère, non, c'était pas avec une mauvaise intention, c'était juste pour expliquer un peu les choses, quoi. Voilà, il y avait aucune imagination derrière. Donc, on va donner la parole. Merci beaucoup. Oui. Merci, Walter. Donc, on va donner la parole à notre aîné. Je ne sais pas si elle peut faire un tour rapide, parce que vraiment, je ne comprends pas. Non, attends, d'abord, il y a l'aîné qui va parler, mais il y a tes bénédictions là. On va répondre ensemble à Mina. C'est tellement intéressant. Ok. Donc, c'est qu'elle dit, partagez dans tous les groupes. C'est qu'elle dit, j'arrive tout de suite. Il y a un dossier, il y a un café partout. Il n'y a pas de problème. Donc, on va laisser l'aîné Fadiga s'exprimer. Et après, il y a Walter qui n'a pas parlé pendant un temps. On va lui donner la parole. S'il n'en a pas, on va transférer rapidement. Allô? Oui, allô, cher aîné. Oui, j'aimerais revenir sur les candidats imposés à Abidjan et spécifiquement à Bobo et puis au plateau. J'aimerais poser une question à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui sont connectés. Est-ce qu'il serait bon de soutenir Kanya Kamara et, comment on appelle, Saouillon au plateau, malgré qu'ils ne sont pas acceptés par la base? C'est la question que je voulais poser. Maintenant, après, je vais développer mon idée. C'est à tout le monde, à chacun de nous tous. Moi, personnellement, je ne voterai jamais pour ces personnes. Aussi simplement que cela. Et parce que aussi, à un moment, il faut que chaque être humain mérite d'avoir au moins un minimum de dignité. Il est temps que depuis 1993, le RHDP puisse faire confiance à ses militants pour dire qu'ils ont grandi et qu'on ne peut plus prendre des décisions et leur jeter à la figure. Et qu'à un moment, il faut tester aussi les limites de notre propre parti et la maturité de nos militants pour ne pas quand même les infantiliser. Et surtout, que ceux-mêmes qui font ces décisions-là sont dans une démarche contraire même à la logique du président et une démarche contraire à la logique même des militants. Moi, je ne voterai pas et je n'encouragerai jamais quelqu'un à voter pour ces personnes-là. Et les autres? Allô, oui? Le grand frère Maman, le grand frère Fatiga. Oui, bonsoir, Abdo. Bonsoir. Donc là, bon, de la manière dont moi j'aurais voulu que ça soit quelque chose de contradictoire, mais nous serons tous unanimes sur des propos qu'a tenu Éclaireur. En toute sincérité, ces deux personnes-là, moi, j'invite tous les militants à faire un choix parmi ces personnes-là en qui ils ont confiance, même si c'est pour qu'ils puissent cotiser 10 000 pour financer la campagne de souvenir en indépendant. De toute façon, c'est le président de la République qui va gagner. Parce que je ne verrai pas une personne qui a été choisie par les militants, dont les militants ont financé sa campagne,
qui va aller donner sa victoire peut-être aux opposants. La victoire va revenir toujours au président de la République, mais cela va permettre de faire comprendre à ces décideurs-là le fait qu'ils soient là-bas, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que quelqu'un, c'est pas parce qu'ils méritent plus que quelqu'un. Donc c'est ce que je comptais dire. D'accord. Et Walter Otto? Ouais. Mais quelqu'un d'autre? Moi j'aimerais bien intervenir. D'accord. D'accord. Allez-y, maman. Oui, pour ce qui concerne le cas de Kandia et celui de Fabrice Sawignon au plateau, moi je trouve que pour une fois, les gens ils nous appellent des moutons, mais pour une fois, on sera vraiment les moutons des Panurge, sincèrement. C'est-à-dire qu'on va suivre quelqu'un qui va nous conduire dans un précipice. Ça, c'est clair. Les deux là, je ne les sens pas du tout. Je ne les sens pas du tout. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas du tout. Fabrice Sawignon, il a son frère après le souci avec, comment il s'appelle, Peter 007, ça a été contre-productif pour eux. Moi, j'ai appris que c'était son frère et qu'il tienne une télé où c'est cette télé-là qui enseigne des choses pas bien à la jeunesse à Abidjan. Mais comment on peut laisser un tel monsieur aller se présenter? Il va aller dire quoi à la jeunesse? Quant à Kandia, franchement, Kandia a beaucoup de... Elle a beaucoup de cordes à son arc. Elle a beaucoup de lacunes chez mère. Non, attends. Oui, je dis pas non. Elle a plusieurs cordes à son arc, mais jamais elle m'a tiré. Kandia est pingre, comme c'est pas possible. Kandia est aussi aimable qu'une porte de prison. Kandia, moi, je ne le trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Ça nous fait rire. Bon, ils m'ont cassé mon... Bon, ok, non. Je passe la parole. Non, chef, c'est ce qu'on appelle figure de style. Ok, bon, prenez la parole, je vais me concentrer. Ok, attends. Quelqu'un qui soit aussi servi avec une faute de prison. Éclairé. Moi, ma position, avant de parler de Kandia ou Fabrice Sawignon, moi je voulais parler d'abord des secrétaires des départementaux avant de me prononcer sur les maires qui veulent se faire imposer sur la population. Chers parents, nous tous ces mots ici. Depuis l'histoire de Côte d'Ivoire, un président n'a pas donné la liberté à les Ivoiriens pour s'exprimer, pour demander ce qu'ils veulent. C'est la première fois en Côte d'Ivoire avec le président de la République, Alassane Ouattara. On a vu lors de l'opposition, on voit les militants de RDR, la puissance qu'ils dégagent. On ne peut pas comprendre. Le président nous dit de consulter la base. Quand on dit la base, d'abord nos représentants, pour moi, c'est des secrétaires des départementaux. C'est eux qui sont entre nous et les hommes de pouvoir. C'est comme ça moi je vois. Qui sont censés nous écouter, prendre notre avis et faire monter les informations. Mais qu'est-ce qu'on voit? Les secrétaires départementaux, précisément à Bobo, je parle d'eux tous, sans différence. Qui a broché? Qui a revendiqué? D'ailleurs, ils sont tous contents, mais les 200 000 sont déjà finis. Parce que ça ne peut pas rester avec vous. Est-ce que vous avez passé aux autres, à l'avenir de Côte d'Ivoire, la vision du président de la République et les militants de base? Non, ils n'ont pas passé à ça. Ils ont passé à leur propre intérêt. Simplement parce que c'est qu'on dit qu'on ne les aime pas là. On ne veut pas qu'ils nous dirigent. Parce qu'ils nous ont rien à rapporter. Et effectivement, ils n'ont pas fait ce que la population a besoin. Exemple, à Bobo actuel là. À Bobo est sale. Il y a des réseaux qui coulent devant le cou. Oh, pourtant, le président dégage beaucoup de moyens pour rendre la ville propre.
Mais nos maires, en Côte d'Ivoire, il y a combien de maires qui ont la vision du président de la République? Il y a combien de communes qui sont propres? Mais en même temps, ces cadres-là, qui veulent nous gouverner avec la force, ne vivent pas avec nous. Elles sont tous à la Riviera Cocody. Donc, en réalité, à ceux qu'on a fait confiance, à ceux qu'on trouvait compétents, ceux qui pouvaient parler au nom de la population, ils nous ont trahis. Ils sont tous corrompus. Il n'y a pas un secrétaire départemental à Dabo qui n'a pas pris de l'argent. Ce n'est pas possible. On dit on n'aime pas Kadia. Qui on veut? On ne peut pas faire la politique avec la chaise vide. Ce n'est pas possible. Nous, on dit on ne peut pas que Kadia nous dirige. Mais vous, là, vous avez présenté qui? Qui est capable? Qui? Mais quand on veut parler, on dit à personne. Pourquoi le président ne va pas prendre Kadia? S'il n'y a personne, on fait que bavarder. Si elle dit, oh, je parle de la population d'Abobo, tous ceux qui vont sortir pour venir dire, moi, tu n'aimes pas Kadia, moi je vais te poser la question, pourquoi tu n'aimes pas? Tu vas me dire. Si c'est sa personne, tu n'aimes pas, tu vas me dire. Si c'est sa gestion aussi, tu vas me dire. En réalité, on ne peut pas se prendre au sérieux. C'est pourquoi on a toujours félicité la population de Odjéné. Et les jeunes de Tengra sont sortis, donc voter leur contentement. C'est ça, il n'y a pas de parole dedans. On peut revendiquer dans la loi. Et puis il n'y a rien. Et c'est ce que le président nous demande. Mais on ne voit personne. Mais on dit on ne veut pas. Qui vient nous dire quelque chose? Une chose je suis, s'il n'y a personne en face, et les candidats indépendants, et moi personnellement, j'avais les moyens, que je voulais faire la politique, je vais m'opposer. Moi j'allais aller me présenter comme candidat. Je sais que je n'allais pas gagner. Mais après cette élection, la Côte d'Ivoire allait me connaître. Ça aussi, c'est la politique. Il faut accepter des peines. Il faut tendre la main aux autres. Ils vont te faire monter. Wallah, si moi, je veux moyen, que je veux un politicien, moi, j'allais aller me présenter comme candidat. Elle allait me ligoter propre. Dans ma défaite, là, elle allait me connaître. Ça aussi, c'est politique. Donc, moi, j'encourage tous les indépendants qui veulent se présenter. Et quand on dit indépendant, là, c'est pas parce qu'on dit on ne peut pas ça là, tu vas venir te présenter si tu n'es pas bon. Non, 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 on n'a pas besoin de ça aussi. Parce que la mairie doit rester au RHDP, la mairie reste de passion de RHDP et on ne doit pas s'amuser avec ça. En toute sincérité, moi je suis déçu et découragé des secrétaires départementaux. Et tous confondus. Donc éclairer pour le moment, c'est ce que vous voulez dire. Je vais m'arrêter là un peu, c'est à le coup. Il n'y a pas de problème. Donc, on retourne la question. Et je ne sais pas si Yann et Walter, qui n'ont rien dit, ainsi que notre maire, veulent retourner la question à l'aîné Fadiga pour qu'il puisse continuer. Éclaireur. Oui. J'aimerais poser une seule question à Cyclone. Ok. Si c'est possible. Il n'y a pas de problème. Mon très cher frère Cyclone, une question à vous. Quelle serait votre posture, étant donné que vous saviez maintenant que les départementaux ont pris les 200 000, corrompus à les 200 000, et que éventuellement, s'il n'y a pas de candidat indépendant comme candidat Kamara, quelle serait éventuellement votre posture? C'est ma question. Cher René, je ne veux pas vous mentir, en toute sincérité, pour ne pas que je sois aigri devant les gens. S'il n'y a pas, puisque moi je ne suis pas là-bas pour voter, mais s'il était là-bas, j'allais voter candidat. Parce qu'il n'y a personne. Ok. Ouais. En toute sincérité. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous allez dans le même sens que les départementaux qui ont été corrompus dans ce sens-là? Je vais dire que... Non, excusez-moi, je vais m'expliquer. Je vais dire que nous sommes des militants quand même convaincus, même si les départements sont corrompus, il faudrait que nous-mêmes, chacun de nous, prenne ses responsabilités, assume ce qu'il fait. C'est-à-dire que vous n'aimez pas à ce que les départementaux ont pris les 200 000 et en même temps, vous allez peut-être voter quand il y a Kamara. C'est un peu aberrant, quoi. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ok, non, je comprends la question, mais cher René, je ne sais pas éclairer si on peut me rappeler. Je ne sais pas en quelle année le président, on voulait faire quoi, mais il a refusé, il n'est pas parti. Et je ne sais pas, c'était une mairie. Aux élections des députations.
Voilà. Après ces massacres qu'on a vécu, après ces drames qu'on a vécu, le président a dit quoi? Ne fait jamais politique CSD. Donc, je me base sur ce propos, parce que la politique aussi, je vois que c'est la saine appréciation du moment. On dit, on ne veut pas Kandja. Maintenant, on souhaite avoir d'autres, on ne voit personne. On dit, bon, en même temps, le président dit Kandja n'a qu'à maire à Bobo. Moi, en tant que militant, je dis, je ne l'aime pas, mais je ne veux pas perdre le pouvoir. Et il n'y a personne. Je n'ai pas le choix. Oui. Non, on a le choix. Pardon. Non, j'ai dit moi. Je t'écoute. Moi, je n'ai pas le choix. Voilà. Donc, quand je regarde, je ne veux pas accepter de donner le pouvoir à les opposants. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre prenne. Mais celle que j'ai dit, je ne veux pas, c'est une chose qui est là. Je préfère la donner puis la critiquer dans ses actions, c'est tout. Voilà, on peut changer. Je peux intervenir aussi, cher Daniel. Yann, pardon, je vais ajouter que... Oui, je veux comprendre, Cyclone. Je vais dire qu'il faut montrer aussi au Prado que même s'il est notre papa, on l'adore, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas imposé quand il y a un camarade à toute une communauté à Bobo. Laissez-la, même si la base est corrompue, mais on va montrer au Prado qu'il ne devrait pas le faire. Et que s'il a fait, qu'il assume, qu'il sera comptable de ce qui va se passer demain. Peut-être que, sûrement, quand elle va passer, mais elle va passer quand même avec un taux de réussite très faible. Ça va montrer, ça aura des conséquences, bien évidemment, sur les élections présidentielles. Donc, il faudrait, moi, c'est mon avis personnel, il faudrait sanctionner Kandia, ne pas la voter et ne pas aussi, éventuellement, voter les opposants, bien entendu. Mais il faudrait sanctionner dans les urnes en s'appelant à aller voter Kandia pour montrer au Prado que sa décision est respectée, mais n'est pas acceptée dans la base, même si la base est corrompue à beaucoup. Voilà ce que je voulais dire, Cyclone. Maintenant, cher René, pour ne pas te couper, quand j'entends que le président a imposé Kandia, ce côté-là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que moi, je viens. Quand on me dit que le président a imposé Kandia, moi je ne suis pas d'accord. Parce que selon les informations, on dit que la proposition a été faite à d'autres qu'ils ont refusé. Ça veut dire que Kandia n'a pas été imposé. C'est ça le problème. Dans mon entendement, je cite, de loin je regarde, il y a une proposition qui a été faite, qui n'a pas été acceptée. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi ça n'a pas été accepté? S'il y a une proposition, c'est que le président ne comptait pas si. Kandia, mais puisqu'il n'y a plus de personne, ils ont refusé. Elle va venir. C'est comme ça, moi, j'ai dit la chose. Simplement. Oui, mais c'est que on a entendu aujourd'hui et avant aujourd'hui que quand on a allé pleurer à côté du président, c'est pour ça qu'on a imposé à Bobo. La personne est sans ambiguïté. Donc, ça veut dire qu'on s'en tient à ça. Et c'est une personne bien placée. Pour nous confirmer cela. Donc, ça veut dire qu'elle a été imposée par le peuple. Ça, je peux l'affirmer parce que j'ai très confiance en cette personne. Je prends sa parole, pas pour mon content, mais avec une véracité absolue. Donc, on s'en tient à cela. Elle a été imposée par le peuple. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un va pleurer à tes côtés, que tu l'imposes à toute une communauté. Ça, c'est inadmissible pour ma part. Le Prado n'est pas Dieu, je le respecte, on le respecte tous, on respecte sa décision, mais moi je vais l'accepter et l'imposition de Kandia et l'imposition de sa réunion au plateau. Il faut qu'on soit clair de ce chacun. Moi je reste clair, je reste d'abord, je préfère que tout le monde, tous ceux qui sont contre cette arme, s'abstiennent à aller aux urnes et la voter. Moi, même si on paie à Bobo, ça sera une leçon à retenir. Ok, cher René, merci beaucoup. Mais une chose ici, c'est aussi facile à parler, mais cher René, je suis sûr et certain que je sais que tu ne vas même pas accepter. Nous n'allons pas accepter, vu ce qu'on a vécu. Et puis une chose ici,
Madame Kadia Kamara, elle allait à Bobo, à la mairie, elle a invité tous les secrétaires départementaux, ils ont fait des réunions. Ce jour, le roi même a dit qu'il lui ne va pas là-bas. Mais les autres sont partis. Quand il faut quitter là-bas, est-ce qu'il y a eu des rapports? Est-ce que vous avez entendu quelque chose après? Non, moi je n'ai rien entendu. C'est pour cela que je veux que prenne une décision. Mais, cher aîné, vous et moi, on ne peut rien faire. Oui, on peut faire quelque chose, s'abstenir d'aller voter Kanda Kamara. Si, on peut faire. Mais on a le droit et le devoir de montrer à Kandia qu'elle n'a pas de résultats probants sur le terrain, qu'elle n'est pas adilée non plus par la base, même si la base est corrompue. Par conséquent, nous, les militants vrais, on va voter. C'est tout. Moi, c'est ce qu'elle dit. Oui. Il y a d'autres qui ne vont pas la voter, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Moi, je suis en train de parler, ce qu'on fait en bas, Dieu se le connaît. Mais oui, je sais. Je veux dire quoi? Nous qui innocents. Elle pourra peut-être gagner, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le taux de participation. C'est le taux de participation, ça peut jouer. Si beaucoup d'hommes s'abstiennent d'aller voter Kanda Kamara, ça donnerait une leçon vraiment au point d'imposer des gens qui sont bien aimés dans leur commune. Moi, c'est là mon point. Okay. C'est pas la façon que Kanda qui m'intéresse, mais c'est la manière qui m'intéresse. Je crois qu'on va faire changer de camp et on va donner la parole aussi à Yann ainsi que d'autres personnes. Allô? Oui, donc merci mon grand-oncle, merci aux doyens et puis merci à mon frère Berthé. Bon, moi je pense que je ne suis pas d'accord avec Berthé quand il dit qu'on n'a pas le choix. Parce que je pense que c'est dans ce genre de situation dans lesquelles les cadres laissent les militants. C'est-à-dire qu'on ne nous donne pas de choix, on est obligé de choisir entre le choléra et la peste, et puis on fait avec. Parce que c'est vrai, ils se disent que, bon, dans tous les cas, là, s'ils ne me votent pas, là, ils vont voter qui? Ils ne vont jamais voter les gens de l'opposition. Donc, moi, ils seront obligés de me voter. Donc, moi, le plus important, c'est que ma candidature soit validée par le président. Une fois que ma candidature est votée par le candidat, même, je n'ai pas besoin qu'il m'aime ou pas, je n'ai pas besoin qu'il regarde mon bilan, parce que jamais ils voteront les gens de l'opposition. Donc, par conséquent, je pense que c'est les populations, c'est nous les populations qui n'arrivons pas à faire le travail de terrain, c'est nous qui n'arrivons pas à leur imposer notre vision. Bon, heureusement que les Dénéca, ils se sont réveillés maintenant. Bon, nous, on les a quand même dénoncés sur ce point-là. Et puis, les frères aussi, les Satama, tout ça, se sont réveillés, tant mieux. Mais je veux simplement dire qu'on ne peut pas, au nom comment il s'appelle, du parti, au nom du jeu démocratique, accepter ce genre de choses. Pour moi, c'est un aveu d'impuissance. Et puis, c'est aussi conforter ces personnes-là dans leur médiocrité. En gros, c'est ce que moi, je voulais dire là-dessus. Et pour moi, il va falloir que les bases s'organisent d'une manière ou d'une autre, mais il faut qu'ils arrivent à comprendre que l'objectif, c'est de se faire respecter d'abord. Parce que dans tous les cas, le parti au pouvoir reste le parti au pouvoir. Mais le parti au pouvoir, là, c'est grâce à la base. Donc cette base-là ne doit pas se laisser dicter aussi cette volonté et à partir du fait qu'on dit oui, je viens de la part du président. Tu viens de la part du président. C'est ça qui va permettre au quartier et à la commune dans laquelle le président t'a mis était développé. Non. C'est pas ton travail, c'est pas ton action sur le terrain. Mais si cela ne se voit pas, si cela n'est pas fait, il va falloir que les sections de base aussi doivent être bien organisées et puis être indépendantes. Et puis être interdépendantes entre elles au niveau des bases. Bon, sinon, si quand il y a elle à Bobo, elle se voit toute puissante, c'est parce que quelque part, soit les représentants des sections de base sont corrompus,
ou soit ils sont aveugles, ou soit c'est des inconscients et ils ne voient pas vraiment, ils n'arrivent pas à tenir le cap. Pourquoi ne pas même s'organiser entre eux et puis choisir un candidat qui est issu de la base, qui est issu de la section? Il y a beaucoup d'organisations jeunes, ils peuvent le faire. Bon, nous, on va s'organiser. Si ce n'est pas elle, nous, on va choisir entre nous-mêmes là-bas, dans les comités de base, un candidat, quitte à l'amener en indépendant. Et c'est sûr et certain qu'il va gagner. Mais quand on se laisse corrompre, quand on choisit la voie de la facilité, ou on se laisse influencer parce que oui, elle viendra dire, elle va aller s'asseoir, faire son funérail auprès de notre papa, et puis elle va venir être candidate, et puis personne ne va parler. Bon, je pense que la façon dont tu te vends, c'est au prix, c'est à ce prix-là qu'on t'achète. Et puis bon, elle, c'est tout bénéfice pour elle, parce qu'elle est repartie encore pour 5 ans. Bon, ça remet à moi, honnêtement, je ne le connais pas. Si c'est même pas à cause des médias, parce que donc, je ne peux rien dire, mais je ne l'ai jamais connu au temps du RDR. Je ne l'ai jamais connu même en tant que militant de base de quoi que ce soit. Bon, ça, c'est des affinités avec les cadres là-bas. Je ne peux rien dire dessus. Mais moi, honnêtement, quelqu'un que je ne connais pas dans le parti, et je n'ai pas vu ses actions militantes sur le terrain, pour moi, il n'existe pas. Politiquement, il n'existe pas. Et pour moi, sa candidature, sa non-candidature, sa victoire, pour moi, c'est égal à enfant vide. Moi, je ne le connais pas. Pour moi, tout ça, c'est zéro. Donc, je ne peux pas me prononcer. Ok. Je peux pas me prononcer sur lui. Bonne nuit. Je ne peux pas me prononcer sur lui. Voilà un peu en gros ce que j'aimerais dire si quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ça. C'est avec le père. Oui. Voilà. Donc, du coup, c'est pas bon. Moi, je vais juste dire rapidement quelque chose. Je suis le cas d'Abobo. Dans ma peau des militants, telle que la situation se présente, ça fait qu'on ne peut que être partagé sur les propos que chacun d'entre nous a tenus. Yann et le doyen Fadiga, est-ce que vous, votre souhait, c'est qu'on perde Abobo ou pas? Ça, c'est ma question. Si votre souhait, c'est... Non, mon frère, excuse-moi, je peux pas, c'est une question, pour moi, c'est une question qui est déjà, je vais dire, orientée. Qu'on pède à Bobo ou pas. Tu sais très bien que je vais te dire, je ne dirais pas qu'on pède à Bobo. Voilà. Mais la façon dont tu poses la question, en fait, tu influences ma réponse. Moi, je pense que la question est mal posée. Pour moi, non, si je peux me permettre. Non. J'ai posé la question, tu dis c'est pas de votre souhait qu'on pète à Bobo. La raison pour laquelle je te dis que le cas d'Abobo, ça fait que moi je suis partagé. Moi j'ai ma position. Si les militants peuvent faire sortir un candidat indépendant qu'ils vont soutenir et que celui-là, quand il va gagner, la victoire ira au RHDP, au président de la République. Mais dans le cas d'Abobo aujourd'hui, quand on regarde, on nous dit que Kandia Camara a été imposé. Berthe vient de nous dire tout de suite que Kandia Camara n'a pas été imposé parce qu'on cherche une personne qui va le compétir à Abobo, on n'en trouve pas. Donc aujourd'hui, la meilleure manière pour nous aujourd'hui de sanctionner Kandia Camara, c'est de baisser le nombre de votants. C'est qu'elle doit gagner, mais sauf avec un taux très faible, de telle sorte à ce qu'on puisse quand même passer notre message en tant que nous militants de la base. Parce que le doyen Fadiga, il a été clair dans ses propos. Il a dit qu'il faudrait qu'elle perde de telle sorte à ce que ça soit une leçon pour le RHDP. Raison pour laquelle je viens là-dessus. Notre intention aujourd'hui, c'est quoi? C'est de perdre Abobo ou bien de trouver une solution de telle sorte à ce que Abobo puisse avoir une personne qui va dans le sens du président de la République. Et là, j'essaie de faire un rapprochement avec ce que l'un des intervenants a dit sur le cas Mali. On dit souvent, des chefs prennent des décisions, même si même si toi tu sais que ça ne t'arrange pas, mais souvent tu es obligé de prendre ça comme ça et puis faire avec. Mais cela ne veut pas dire que je soutiens ce qui est en train de se passer à Bobo. À Bobo, le système est corrompu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on puisse toujours rester à Bobo?
S'il n'y a personne qui veut se détacher, s'il n'y a personne qui veut aujourd'hui dire, moi aujourd'hui, je n'ai rien contre Kandia Camara parce qu'il trouve qu'elle n'est pas le choix du peuple. Moi, on n'en trouve pas. Donc aujourd'hui, on a deux sons de cloche. Il y a des gens qui disent Kandia Camara a été imposé. Il y a un autre camp qui dit il n'y a personne aujourd'hui qui peut représenter dignement le RHDP. Ah, Bobo. Comme au plateau, on sait qu'il y a Fabrice Savignon qui est là, il y a Draman Ouattara qui est là. Et nous tous, nous voulons que ce soit Draman Ouattara qui soit à la tête du palais Compétit au plateau. Mais à Bobo, qui est-ce qu'on voit? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Donc c'est ce que je voudrais dire. Ok, je peux répondre? Oui. Puisque tu as posé une question d'eau. Je pense que dans les circonstances actuelles, moi, je préfère qu'on perde à Bobo. Et ça nous servira, je le répète encore, ça nous servira de... Je précise bien, dans les circonstances actuelles, avec l'imposition de, comment on appelle ça là, quand la Camara n'est pas rassurée, on n'a pas rassuré à Bobo, même s'il n'y a pas de candidature contre elle, mais il faudrait qu'on montre que Kandia Camara ne peut pas faire. Elle ne fait dire là. C'est que l'année Madou, vous pouvez mettre ça sur moi. Ok. C'est que l'année Mamadou dit, ça peut choquer les uns et les autres, mais moi je suis entièrement d'accord avec. Parce que quand moi j'ai dit